Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Soigne ton art. Alors aujourd'hui, dans notre série de portraits consacrée notamment à des artistes, on va évoquer une belle figure, Yves Klein. Alors Yves Klein, né en 1928, décédé en 1962. Peintre, sculpteur, photographe, vidéaste, performeur. Inventeur aussi du monochrome, hein, le fameux le bleu Klein. Ça, on verra ça tout à l'heure. Alors pourquoi Klein? Parce que Klein fut véritablement un artiste, on peut dire visionnaire, artiste total aussi, dans le sens où en fait il a exprimé sa créativité de multiples manières, de plein de façons différentes. On va voir ça. Et l'autre point qui est très intéressant avec Klein, c'est qu'il postulait en fait que l'art est partout à partir du moment où on arrive en fait à libérer son potentiel créatif. Et lui, c'est ce qu'il va vraiment faire au cours de sa courte carrière, parce il est décédé très jeune. Donc ce postulat de libération du potentiel créatif à travers son expression artistique nous intéresse particulièrement justement par rapport au champ des thérapies par l'art. Alors au sommaire de cette vidéo, on va démarrer par de l'art martial à l'art de la vie. Alors art martial parce qu'on va voir que Klein était un judoka de très haut niveau. Ensuite le monochrome et l'IKB, donc l'international Klein Blue ou l'International Klein Blue. Du monochrome au monoton silence. Ensuite, les anthropométries ou les pinceaux vivants. Enfin, on finira par Yves Klein, artiste du feu, de l'air et du vide. Alors en préambule, ce qu'on peut peut-être dire, ce qui est très intéressant chez Yves Klein, en fait, c'est qu'avant de s'immerger totalement dans l'art, en fait, il a eu une véritable passion pour le judo. Alors, Klein, je l'ai dit tout à l'heure, né en 1928 à Nice. On reviendra sur la ville de Nice, notamment, où il avait, par rapport à son groupe d'amis. Donc, né en 28 à Nice. En fait, il va pas suivre du tout de formation artistique, et donc en cela, il sera un artiste autodidacte. On peut quand même préciser qu'il va baigner très jeune dans le milieu de l'art, puisque ses parents sont tous les deux peintres. Son père Fred Klein, lui, est plutôt peintre dans le figuratif, et sa mère Marie Raymond, elle, est plutôt dans l'abstraction géométrique. Mais plutôt que de suivre en fait des études d'art, Yves Klein en fait va étudier d'abord à l'École nationale de la marine marchande et à l'École nationale ensuite des langues orientales. Il s'intéresse au jazz, il s'intéresse à la littérature, aux religions, et surtout, en fait, aux arts martiaux, et particulièrement au judo, qu'il va découvrir, en fait, à l'âge de 18 ans. Alors, de l'art martial à l'art de la vie. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à la fin des années 40, quand Yves Klein se passionne pour le judo, c'est une discipline qui n'est pas encore considérée comme un véritable sport. Il s'agit plutôt en fait d'une méthode d'éducation intellectuelle qui permet en fait, avec l'idée que le judo en fait permet d'accéder à la maîtrise de soi. Et pour étudier et se perfectionner, Yves Klein va aller à Madrid, en Espagne, en 1951. Et en fait, il va notamment là-bas s'inscrire dans un club et remplacer un moniteur de judo, donc il va s'exercer. Et l'année suivante, il quitte l'Espagne pour le Japon, où il va là-bas séjourner un peu plus, enfin un an et demi, un peu plus d'une année. Il va être rattaché à l'Institut Kodokan de Tokyo pour perfectionner sa technique, et il va devenir en fait ceinture noire, quatrième dan. En fait, un grade au judo qu'à l'époque, aucun Français n'avait encore atteint. Et à son retour à Paris, toujours passionné de judo, il va ouvrir une école, publier un livre intitulé les fondements du judo, qui va notamment traiter des mouvements fondamentaux de cet art martial. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette discipline va avoir au long de sa vie personnelle et artistique une place vraiment très importante. Elle va être même un peu la pierre angulaire de sa courte vie. Et ce qui est très intéressant à travers ça, c'est que sa passion pour le judo, eh bien cette passion ou le judo va impacter en fait de manière significative on va dire son travail artistique, son œuvre artistique. Ce qu'on veut dire plus précisément encore, c'est que la rigueur, la discipline mentale, mais aussi l'énergie, une très très forte énergie qu'il va mettre notamment dans la répétition des gestes et dans le mouvement qu'on retrouve dans le judo, et bien en fait Klein va les transposer à sa pratique artistique, mais aussi à son art. Et en fait, avec cette idée que selon Klein, en fait, de manière générale, tout est fondé sur la discipline mentale.
et que pour lui, d'ailleurs, la vie d'artiste et la vie de judoka, c'est un peu la même chose. Ce qu'on peut dire aussi, toujours entre ce lien entre le judo et son approche artistique, c'est que la corporéité et le mouvement sont l'une des clés de compréhension du rapport chez Yves Klein entre le judo, l'art et la vie, considérant qu'en dernière instance, pour Klein, la vie, c'est vraiment l'art absolu. Alors, le monochrome et l'IKB, l'International Klein Blue. À son époque, ce qu'on peut dire, c'est que Klein est convaincu que dans l'art du futur, en fait, les artistes ne peindront plus que des monochromes. Ça, c'est quelque chose dont il est intimement persuadé. Et que, selon lui, l'essence même de l'art, en fait, réside dans la pureté de la couleur qui doit imprégner, ça c'est sa vision, celui qui la regarde. En fait, ce qu'on peut dire, c'est que dans son approche du monochrome, en l'occurrence le bleu, Yves Klein recherche une forme d'harmonie parfaite et une sorte d'unité absolue. Et que cette harmonie, en fait, Klein va la trouver dans le bleu, et il va alors, il le dira lui-même, décider de consacrer son temps, en fait, et sa vie même à cette couleur. Et d'ailleurs, je cite, il dira à ce sujet, « Ce sera du bleu, rien que du bleu, je vais y consacrer ma vie ». Ce qu'on veut dire aussi, c'est que Klein disait toujours, il racontait que c'est un jour, en fait, à Nice, en contemplant le ciel bleu, un bleu transcendant, qu'il a eu l'idée de créer lui-même son propre bleu. Donc un bleu outre-mer, un bleu plutôt profond, saisissant, à la fois mat et brillant. Et pour obtenir cette couleur, il va être assisté par Édouard Adam, un chimiste et marchand de couleurs. Et en fait, c'est finalement grâce à un nouveau solvant, une nouvelle résine de synthèse, que Klein va parvenir à mettre au point son célèbre International Klein Blue, donc l'IKB, donc plutôt poudreux et un peu magnétique. Il va déposer d'ailleurs son IKB à l'Institut national de la propriété industrielle, à l'INPI, et considérant que la formule exacte de l'IKB n'a jamais été révélée, ni même commercialisée, et que seul Klein, en fait, là, a pu l'utiliser. Précisons cependant, par rapport à ce rapport aux couleurs, que, outre le bleu, Klein a aussi utilisé les couleurs roses et également les couleurs or, considérant que ces deux couleurs représentent des symboles vraiment puissants dans son iconographie artistique. Et qu'en fait, avec le bleu, l'or et le rose, ces trois couleurs représentent en fait pour Yves Klein la Sainte Trinité, à savoir l'or pour le Père, le bleu pour le Fils et le rose pour le Saint-Esprit. Et il va réaliser ainsi différents triptyques qui vont utiliser ces trois couleurs primaires, notamment une œuvre qui s'intitule Ex Voto, qu'il va créer pour le sanctuaire de Rita de Cassia en Italie, en témoignage, qui était une religieuse, c'était en témoignage de la dévotion en fait, qu'il portait à cette religieuse italienne, qui était une religieuse de l'ordre des Saint-Augustin du XVe siècle. Alors voyons maintenant du monochrome au monotone silence. Alors ce qu'il faut voir, c'est que Yves Klein a été un grand créatif et qu'il s'est vraiment amusé en fait à aborder de très nombreuses médiations artistiques. Et au début des années 50, il va ainsi explorer l'univers musical et il va même se déclarer chef d'orchestre de sa propre symphonie, il n'en va faire qu'une en fait, qu'il baptise en fait le monotone silence. En fait, c'est une symphonie de 40 minutes, décomposée en deux parties. Pendant les 20 premières minutes, il y a une seule note qui est jouée, c'est un Ré majeur qui est répété en permanence. Et pendant les 20 autres minutes restantes, c'est le silence absolu. Alors en fait, à travers cette expérience créatrice, à travers son monotone silence, en fait, Klein cherche à approfondir les notions d'impalpable, de vide et d'immatériel, ça qu'on va retrouver dans d'autres approches artistiques chez lui, et en fait des notions qui sont vraiment très importantes. Et Klein va en fait particulièrement jouer, ou plutôt faire jouer en fait cette symphonie par des chanteurs, des violonistes, des contrebassistes et d'autres types de musiciens, particulièrement au cours de ces anthropométries, donc les performances pendant lesquelles des femmes, des modèles féminins sont enduits de sa peinture, en l'occurrence de son IKB, pour ensuite recouvrir un support de leur corps. Alors venons-en maintenant donc aux fameuses anthropométries qui l'ont rendu très célèbre, donc les anthropométries ou les pinceaux vivants. Alors en fait, c'est au début des années 60 que Klein va, d'une certaine manière, bouleverser le monde de l'art avec ses anthropométries, car les œuvres de cette série sont réalisées
pour l'époque d'une manière tout à fait inédite et originale. En fait, à cette époque, Klein cherche à se libérer du pinceau comme instrument, et il va demander alors à des modèles féminins, à des femmes, des modèles féminins, de s'enduire leur corps, sont plutôt nus, avec sa fameuse peinture bleue Licabé, puis en fait d'appliquer leur corps sur de grandes toiles. Alors, ça peut être à même le sol, ça peut être contre le mur, etc. Et en fait, le terme anthropométrie, donc anthropo du grec anthropos, oui, homme, et métrie, donc la mesure, c'est pas un terme qui vient de Yves Klein, c'est un terme qui a été inventé ou proposé par Pierre Restani, on le citera à la fin de la vidéo d'ailleurs, qui est un historien de l'art, un critique d'art aussi. Et en fait, Restani avait utilisé ce terme pour nommer ce que Klein, lui, a plutôt désigné comme la technique des pinceaux vivants. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'à travers cette idée d'anthropométrie, c'est bien une mesure du vivant en fait que Klein veut communiquer à travers ses performances. Mais en fait, là encore, l'idée de Klein est de se mettre à distance de la peinture et de se mettre dans la peau d'un chef d'orchestre et en fait plutôt d'utiliser les corporités d'autres personnes pour laisser son empreinte artistique. Sur un autre plan, il introduit donc ainsi une double médiation, à savoir la peinture d'abord et les corps ensuite, et surtout des corps en mouvement. Par ailleurs, ce qui est intéressant à travers les anthropométries, c'est que par ce dispositif, en fait, Yves Klein révèle une conception nouvelle de la fonction de l'artiste. À savoir que celui-ci, selon Klein, à savoir l'artiste, n'est jamais à proprement parler l'auteur d'une œuvre, puisque, selon Klein, la beauté existe déjà, mais à l'état invisible. Et que la tâche de l'artiste, en fait, consiste à saisir cette beauté plutôt invisible, partout où elle est, dans l'air, dans la matière ou à la surface du corps, notamment de ces modèles, pour la faire voir aux autres êtres humains. Et qu'en conséquence, selon Klein, l'œuvre d'art n'est que la trace, en fait, de la communication de l'artiste avec le monde. Et là, je vais le citer, il dira à ce sujet, notamment de ces pinceaux vivants, de ces anthropométries, il dira « Mes tableaux ne sont que les cendres de mon art ». Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'époque, il faut remettre ça dans le contexte, à la fin des années 50, donc dans un climat encore loin de la libération sexuelle, les pinceaux vivants de Klein sont considérés comme une véritable provocation. Mais en fait, à travers cette pratique artistique, Klein, véritablement, va s'imposer en précurseur de la performance artistique. Et en dernière instance, en fait, avec cette technique, il va proposer un retour on pourrait dire à la figure, mais dans un espace pictural, en fait, où l'illusion de la troisième dimension disparaît, en fait, au profit d'une peinture qu'il appelle lui-même première, où se confondent sujet, objet et médium, et en fait, qui est d'une certaine façon la trace littérale d'une présence du modèle sur le tableau. Et que cette technique, par contact, on peut la rapprocher d'autres œuvres que Klein a réalisées, notamment les cosmogonies, des moulages aussi effectués sur de la végétation ou encore là sur des corps, mais aussi de photographies qu'il a réalisées entre 1960 et 1962. Et à ce sujet, là encore je vais le citer, Klein écrit, je le cite, « Le tableau n'est que le témoin, la plaque sensible qui a vu ce qui s'est passé. La couleur à l'état chimique que tous les peintres emploient est le meilleur médium capable d'être impressionné par l'événement. » Fin de la citation. Alors ce qu'on peut dire pour finir sur cette question des anthropométries, c'est que si ces anthropométries révèlent le beau à partir d'une captation du monde, à savoir celle de la présence du modèle, leur mise en scène, en fait, participe elles aussi de la conception que Yves Klein se faisait de l'art, à savoir faire advenir dans le moment vécu, par la surprise et la provocation, une sensibilité nouvelle. Alors, Yves Klein, artiste du feu, de l'air et du vide. Alors, commençons par l'artiste du feu. En très peu d'années, parce que en fait, Yves Klein, sa vie est très courte, c'est vraiment une vie, une fulgurance, on pourrait dire. Mais son expression de la créativité, on peut dire, elle est vraiment sans limite. Et il ne va pas se contenter en fait d'explorer la couleur ou le vide. Il a été notamment profondément marqué aussi par Hiroshima, par les photographies d'Hiroshima, sur lesquelles en fait on devine les empreintes des corps des victimes. Et en fait, à la suite de ça, Yves Klein va initier une série intitulée Peinture de feu au début de l'année 1961, avec cette idée de chercher à imprimer
les traces du feu sur différents supports. Et en fait, il va le faire au centre d'essai de Gaz de France, de la Plaine Saint-Denis, en région parisienne. Et on va mettre en fait à sa disposition un équipement industriel qu'il va apprendre à maîtriser, notamment pour maîtriser justement le feu, et également effectuer des réglages avec des gros brûleurs et en fait essayer d'utiliser les différents degrés de puissance du feu. Alors il va réaliser ces tableaux donc en maniant des gros brûleurs qui vont produire des flammes de gaz très puissantes. Et en fait, il va jouer là-dessus pour essayer de faire craqueler, en fait, plus ou moins, en fait, selon la distance à laquelle il se place, la surface de grands cartons, c'est des cartons suédois, en fait, que Klein va choisir en raison de leur résistance plus importante à la combustion. En fait, dans ce jeu on pourrait dire, de peinture du feu, Klein va aussi s'inspirer, en fait, du philosophe Gaston Bachelard, parce qu'en fait, Klein est particulièrement inspiré en fait par l'aspect dialectique du feu, symbole de la destruction, mais aussi de la régénération. Et qu'en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'après le corps humain, en fait, c'est d'une certaine façon le feu qui va lui servir de pinceau dans sa quête vers une sorte d'exploration de l'immatérialité. Alors, après le feu, il y a Yves Klein, artiste de l'air et du vide. Alors, Yves Klein racontait une anecdote assez souvent, c'est que quand il était jeune, enfin ado et dans sa jeunesse à Nice, comme ami, il avait le poète Claude Pascal et l'artiste franco-américain Armand Fernandez, alias Arman, qui était assez connu pour ses accumulations. Et en fait, Klein raconte que lorsqu'il avait 19-20 ans, lui et ses deux amis s'étaient amusés en fait à diviser métaphoriquement l'univers entre eux. Arman était le roi de la terre, Claude Pascal, le poète, était l'empereur des mots, et Yves Klein, lui, était le maître du ciel. Donc ce ciel, ce vide immense, libre de toute chose matérielle. Et que Yves Klein s'amuse alors à considérer le ciel comme son espace, c'est même comme sa propriété. Et à ce sujet, il écrira, et là je le cite, « Alors que j'étais allongé sur la plage de Nice, je me mis à éprouver de la haine pour les oiseaux qui volaient de ci de là dans mon beau ciel bleu sans nuages, parce qu'ils essayaient de faire des traces dans la plus belle et la plus grande de mes œuvres. » Fin de la citation d'Yves Klein. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que Klein place le ciel au centre de tout son travail artistique, et il dira même d'ailleurs que le ciel bleu est sa première grande œuvre. Et que ces notions de vide et d'immatériel, en fait, que le ciel renvoie à Klein, en fait, ce dernier va les exploiter artistiquement en créant notamment une exposition qui va défrayer la chronique en 1958. En fait, c'est une exposition qu'il va faire dans la galerie parisienne Iris Clair, et il va créer carrément ce qu'il va appeler une exposition du vide, qu'il va intituler « La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en sensibilité picturale stabilisée ». Moi, je trouve ça plutôt très drôle, c'est-à-dire très abscon, puis à la fois, en fait, c'est une exposition du vide. Considérant qu'évidemment que les spectateurs qui s'y sont rendus n'ont vu en fait que des salles en fait désespérément vides et des murs blancs, ce qui a évidemment provoqué à l'époque un scandale. Pour autant, ce qui serait intéressant, c'est que la démarche d'Yves Klein était très claire et surtout était sous-tendue par un vrai fondement. À savoir que pour lui, le vide permet en fait de représenter sa sensibilité artistique, même si elle n'est ni visible à l'œil nu, ni palpable au toucher. Elle est donc surtout, selon lui, spirituelle et intellectuelle. C'est donc une démarche qui questionne donc l'objet d'art en lui-même, mais aussi sa représentation. Pour l'anecdote, ce qu'on peut dire, c'est que la même galerie Iris Clair, 2 années plus tard, va être l'objet d'une autre exposition, mais cette fois d'Arman, l'ami d'Yves Klein, qui va lui monter une exposition intitulée Le Plein, qui sera une exposition à base d'objets de rebut et de contenus de poubelle sélectionnés, et qui sera donc en fait le contrepoint de l'exposition du vide de Yves Klein. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que la fascination de Yves Klein pour le vide, il va la manifester de plein d'autres manières. Je pense notamment, il avait fait aussi une performance avec un lâcher de 1001 ballons bleus, place Saint-Germain-des-Prés. Alors geste qu'il a nommé sculpture aérostatique.
Et puis il va aussi faire un saut dans le vide, dont il va tirer un montage, alors où on le voit plonger du haut d'un toit d'une petite chapelle, comme s'il allait s'envoler. En fait, Klein a en fait réalisé ce saut à Fontenay-aux-Roses, après plusieurs répétitions, où il est en fait réceptionné par un groupe de personnes qui tiennent une bâche et sous laquelle a été posé un matelas. Et qu'en fait, à ce moment-là, des photographes sont présents pour immortaliser la scène. Ils vont ensuite prendre des photos de la rue vide, puis les deux images sont combinées en fait dans un photomontage réalisé en chambre noire. On va mettre la photo. En fait, ce qui est intéressant et assez drôle en fait, c'est que Klein publie la photo dans le journal Dimanche. Alors là aussi, c'est un journal qu'il avait créé lui-même et en fait, il y aura qu'un seul numéro. Le numéro Dimanche, du 27 novembre 1960, avec le titre suivant, Un homme dans l'espace. En fait, Yves Klein justifiera sa performance en arguant en fait du fait qu'étant le peintre de l'espace, il devait aller lui-même dans l'espace. Voilà. Alors, en définitive, en fait, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que le parcours d'Yves Klein est une véritable fulgurance, comme je disais précédemment. Il est décédé à 34 ans seulement, après 3 crises cardiaques consécutives. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il va véritablement inspirer la création artistique de la seconde moitié du XXe siècle et qu'il demeure encore aujourd'hui largement une très grande source d'inspiration. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a vraiment été initiateur de la performance artistique. Il était également plutôt pionnier de l'art conceptuel et qui était aussi un peu une sorte de chaman en annonçant en fait un peu avant l'heure la civilisation de l'espace et de l'immatériel. Et que pour reprendre les propos de Pierre Cornet de Saint-Cyr, célèbre commissaire-priseur et collectionneur, Yves Klein a vraiment mis en forme, avec le langage le plus adapté, la civilisation à venir. Mais je vais quand même finir en laissant le mot de la fin à Pierre Restany, dont j'ai parlé tout à l'heure, un illustre historien de l'art, fondateur du groupe des nouveaux réalistes en 1960, dont Yves Klein d'ailleurs a fait partie aux côtés entre autres de Harman, de Jean Tinguely, de Jacques Villéglet, de Raymond Hins. Et Restany, juste après la mort d'Yves Klein en 1962, écrivait à son sujet la chose suivante. Et je trouve que c'est très beau et ça résume très très bien toute l'expression artistique d'Yves Klein, toute cette fulgurance. Je cite Restany, il écrit « Cette mort subite, un véritable scandale logique, l'a fauché en plein essor. Il laisse derrière lui des morceaux de notes, d'idées ébauchées, de plans grandioses. Sa brève existence, il l'a vécue à un rythme fulgurant. Il était exclusif et entier dans ses passions comme dans ses actes, parce qu'il voulait faire vite et bien. Il réussissait toutes ses entreprises parce qu'il avait la foi des grands visionnaires et leur rayonnement spirituel, étrangement communicatif. Sa carrière est ainsi jalonnée d'étapes conquêtes qui sont autant de mythes incarnés dans les faits. La proposition monochrome, conçue dès 1946, l'époque bleue, 1957, l'époque pneumatique, 1958, les anthropométries, 1960, l'or frémissant et l'immatériel, encore 1960, les cosmogonies, les peintures et les sculptures de feu, 1961. Ce visionnaire exalté projetait dans le présent tous les mythes du futur. Sa pensée était cosmogonique, sa soif d'absolu total. Cédant à la tentation prométhéenne, il s'était annexé d'emblée toutes les manifestations de l'élémentaire, le vent, la pluie, la foudre. Il construisait sur l'air, avec l'air, il domestiquait enfin le feu. La voie royale d'Yves Klein partait du bleu pour aboutir au vide. La trajectoire était météorique. Fin de la citation de Rastani. Alors à lire de Yves Klein, L'évolution de l'art vers l'immatériel, publié en 2020. Sur Yves Klein de Denis Rioux, Yves Klein, Manifester l'immatériel, publié en 2004. Toujours de Denis Rioux, L'aventure monochrome, publié en 2006. De André Bonnet, Yves Klein, Le peintre de l'infini, publié en 2006. Jacques Bouzeran, Yves Klein, Au-delà du bleu, publié en 2006. Enfin, ouvrage collectif sous la direction de Emma Lavigne, Le ciel comme atelier, Yves Klein et ses contemporains, publié en 2020. Voilà, si vous souhaitez réagir comme d'habitude ou me contacter au sujet de cette émission, toute cette vidéo, toutes les coordonnées dans la description de la chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines sorties. D'ici là, portez-vous le mieux possible et surtout, n'oubliez pas de soigner votre art. Bye bye, à bientôt.